La matinale RCF, le grand invité. 8h10, c'est l'heure de notre grand invité. Bonjour Guillaume Nedelec. Bonjour. Vous êtes journaliste et photographe, chef des sports Sarthe de Ouest France. Avec vous ce matin, on va parcourir un siècle de course automobile en France puisque le mythique circuit des 24 heures du Mans fête son centenaire. Une épreuve qui fascine avec des pilotes automobiles qui ont marqué l'histoire. Avec Stéphane Bois et Bob Garcia, vous avez écrit un livre, 24 heures et malheurs du Mans. C'est aux éditions du Rocher. 100 ans d'histoire, mais on imagine qu'en 100 ans, tout a changé sur le circuit. Les technologies des voitures, peut-être même le circuit. Alors j'ai envie de vous demander, peut-être, qu'est-ce qui n'a pas changé en un siècle ? Qu'est-ce qui a demeuré ? Eh bien, la course fait toujours 24 heures, ça n'a pas changé. Non, c'est toujours ce défi de mécanique, ce défi humain de battre un petit peu le temps et de résister à l'adversité en fait de la course, c'est-à-dire les températures, la pluie, la fatigue, et puis aller un peu plus loin de l'effort, on va dire comme ça. L'adversité, ça n'a pas changé. C'est quoi l'adversité sur le circuit ? Eh bien, l'adversité sur le circuit, vous avez face à vous, en tout cas cette année, 62 concurrents, donc 61 personnes contre vous qui veulent aussi gagner, qui ont toutes leurs raisons de vouloir gagner. Et puis, évidemment, c'est un circuit qui est un petit peu difficile parce que vous avez des longues lignes droites, vous avez des virages qui sont très rapides aussi, vous avez des virages qui sont plus lents, vous avez des voitures qui vont plus vite, qui vont moins vite que vous, et tout ça, il faut savoir le gérer toujours avec sang-froid. Vous dites que ça fait toujours 24 heures. Peut-être justement rappeler pour les auditeurs qui sont peut-être moins familiers avec ce circuit, le principe. Alors c'est toujours 24 heures, toujours je crois le deuxième week-end de juin, 3 pilotes qui se relaient pendant 24 heures. C'est ça, c'est 3 pilotes sur la même voiture, donc on partage un volant finalement, donc c'est pas comme en Formule 1 où on fait une voiture juste pour soi, on fait la voiture pour que tout le monde s'y retrouve, et puis donc on court pendant 24 heures. Donc le départ cette année est donné à 16h le samedi, la course arrivera le 16h le dimanche, et si possible on s'arrête le moins possible juste pour faire de l'essence et puis changer les pneus. Quelle distance on a le temps de parcourir alors en 24 heures ? On peut faire plus de 4500 km en 24 heures pour les voitures les plus rapides, et on atteint des vitesses jusqu'à 350 km/h en ligne droite, donc ça va tout de suite très vite. Après évidemment, dès qu'il se met à pleuvoir, qu'il peut y avoir des incidents sur la piste, la moyenne horaire va se réduire fortement, mais oui, on peut aller, on avait fait l'expérience avec quelques collègues, mais d'ici en fait ça correspondrait à aller jusqu'à New York en voiture. Ah oui, donc une sacrée route en seulement 24 heures. Justement, revenons à l'histoire de ces 24 heures du Mans. Qu'est-ce qui a motivé en 1923 la création de ce circuit automobile ? En fait, la ville du Mans est une ville un peu d'automobile, puisqu'on avait la famille Bollé qui a créé les premières autos, la Mancelle notamment, l'Obéissante, à la fin du 19e siècle. Et donc, on avait déjà un terreau en fait au Mans pour la course automobile, puisqu'on avait une industrie en place. En 1906, le premier Grand Prix de l'histoire se déroule au Mans, sans suite, mais on voit qu'il y a eu donc un terreau autour de l'automobile. Il y a un circuit qui se crée au sud du Mans pour des courses de motocyclettes, de cyclocars. C'était des petites voitures de course à l'époque. Et puis on a également Georges Durand qui est un Sartois qui tenait l'office de tourisme de Ciel-Guillaume si je ne m'abuse, et qui se dit que peut-être il y a quelque chose à faire autour de la course automobile dans cet entre-deux-guerres, et il s'associe avec Émile Coquille qui est un fournisseur d'huile, les huiles de Rouge Sports, à vos souhaits, et Charles Farou qui est le patron de l'auto, qui était un journal qui aujourd'hui s'appelle L'Équipe, et tous les trois ils décident de créer une course, un laboratoire qui permettra aux constructeurs de prouver que leurs voitures sont solides et que les solutions techniques qu'ils mettent en place permettent d'aller un petit peu plus loin dans l'automobile et dans le voyage. Parce qu'à l'origine, c'était aussi pour les constructeurs automobiles l'occasion de mettre en avant leurs solutions technologiques ? À l'époque, la course automobile, alors c'est encore un peu le cas aujourd'hui, en tout cas ça revient sur le devant de la scène avec la mutation automobile qu'on a aujourd'hui, avec les nouvelles essences, les nouveaux carburants. Mais à l'époque, il faut bien se dire qu'on est sur des routes en France où on n'a pas du macadam partout, on est sur des routes en terre. Citroën par exemple, la marque Citroën en 1923, elle n'a que 4 ans. Donc on est sur les balbutiements entre guillemets de l'automobile pour tout le monde. Et il faut prouver qu'en fait les voitures sont un petit peu meilleures que les autres, qu'elles sont plus confortables, qu'elles vont un peu plus loin, et qu'elles ont moins de problèmes surtout, puisqu'à l'époque, il faut bien se dire que la mécanique n'était pas tout à fait la même que celle qu'on a aujourd'hui. Et donc les 24 heures du Mans, se dire qu'on gagnait une course de 24 heures sans s'arrêter, ou en tout cas juste pour faire de l'entretien, c'était un sacré argument de publicité. Georges Pompidou disait en inaugurant le périphérique parisien « Les Français aiment la bagnole ».
Que voulez-vous que j'y fasse? Est-ce que le circuit des 24 heures du Mans a une particularité sur la scène internationale parce qu'il est français, dans son histoire ou dans son déploiement aujourd'hui? C'est un circuit, c'est assez paradoxal. Nous, en France, peut-être, on se dit, c'est pas très loin de chez nous, donc bon, c'est une course automobile où on pourra aller la voir peut-être un jour. Il faut bien se dire, par exemple, cette année, moi, j'ai suivi l'ouverture de la saison d'endurance à Sebring, en Floride. Oui. Là-bas, tout le monde connaît Le Mans. Ils connaissent 3 villes en France, c'est Bordeaux, vous devinez pourquoi, Ouais. Paris évidemment, et Le Mans parce qu'il y a la course automobile. Vous allez au Japon, quand vous gagnez les 24 heures du Mans en tant que pilote japonais, vous devenez une superstar, parce que d'une part ils aiment beaucoup le sport, mais le sport automobile là-bas est sacré. Donc il y a un regard sur cette course qui est d'une part légendaire, elle a 100 ans, elle a une histoire extraordinaire, et parce qu'elle est difficile, pas seulement pour la mécanique mais aussi pour les pilotes. C'est une course qui est mentalement difficile. Ouais, tout à fait. Elle dure longtemps cette course, hein. Pour ma part, moi je la couvre depuis, ça fait une semaine que je suis sur le terrain, puisqu'elle a commencé il y a une semaine en fait, avec les vérifications techniques, avec toute une litanie en fait de choses à respecter. Et quand on est pilote, c'est beaucoup de sollicitations, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de choses à la fois. Et puis il y a toute cette histoire qui est devant vous, donc il faut être fort mentalement. Que se passe-t-il depuis une semaine sur le circuit? Alors, il y a eu les vérifications techniques la semaine dernière, c'est-à-dire c'est le seul endroit au monde où en fait on vérifie les voitures dans le centre-ville de là où se passe la course. D'accord. Donc les voitures sont arrivées dans le centre-ville du Mans, elles sont passées sur une balance, on a vérifié que les éléments techniques étaient bien placés où il fallait, et le public était autour, donc on voit les pilotes, il y a une ambiance un petit peu différente parce que rien n'a encore vraiment commencé, mais tout commence. Donc on parle des 24 heures du Mans, mais on ne sait pas encore, tout le monde peut gagner, tout le monde a à la fois gagné, tout le monde a à la fois perdu. Donc il y a cette ambiance qui est assez folle. Il y a eu des essais dimanche dernier. Lundi, mardi, c'était journée un peu plus tranquille. Et puis depuis mercredi, ça roule. Et il y a eu les qualifications hier soir. Et Ferrari est en pôle. Et Ferrari est en pôle. Vous parliez tout à l'heure de la renommée internationale du Mans et que même lorsqu'on va à l'autre bout du monde, les gens connaissent le Mans. Comment le circuit justement a passé l'étape de l'internationalisation de la course? Parce que en 100 ans, sur la scène internationale, la Formule 1, la voiture a énormément évolué. Comment le Mans a réussi à passer cette étape? En fait, dès le milieu des années 30, la course va avoir un succès phénoménal. C'était la seule course de 24 heures avec ce qu'on appelait le bol d'or, qui à l'époque était aussi pour l'automobile, il n'y avait pas que les motos. Et donc ce côté laboratoire technologique a tout de suite plu aux constructeurs. Donc les Français se sont d'abord imposés, puis les Anglais sont venus très vite, puis les Italiens. Et petit à petit, elle s'est fait une renommée européenne, cette course. Les Américains ont voulu venir, des marques comme Chrysler, Chevrolet ont essayé de remporter la course. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et quand la course a été relancée, ça a été aussi l'occasion de prouver qu'on était passé à autre chose. Si on regarde la différence entre les voitures qui font Le Mans en 1949, donc la première édition après la guerre, et celle de 1952, on voit tout de suite qu'il y a un changement d'état d'esprit. Ça y est, la guerre est derrière nous, et on passe vers une ère moderne de la voiture. On voit aux carrosseries en fait que c'est très différent. Surtout que pendant quelques années, le circuit s'est arrêté. Tout à fait. Pendant la guerre, on a arrêté. Et puis le circuit a été fortement abîmé à cause des bombardements. Il y avait aussi un camp de prisonniers qui était près du virage de Mulsanne. Donc il a fallu aussi remettre le circuit en état. Il a fallu le réadapter à l'arrivée du public. Et donc, oui, effectivement, donc les voitures se sont modernisées, le circuit s'est modernisé. Et Le Mans a vraiment connu un énorme succès. C'est dans les années 60, fin des années 60. Ford vient pour battre Ferrari, ce qu'ils arrivent à faire. Donc là, il y a un intérêt américain qui est très fort. Et une star américaine arrive, c'est Steve McQueen. Et là, c'est Hollywood qui s'intéresse au Mans. Il a fait un film qui tient plus du documentaire que d'un vrai film, mais qui est extraordinaire en termes d'image, en termes de façon de filmer la course. Et ça va faire passer Le Mans définitivement dans la catégorie des courses légendaires. Pour autant, Le Mans, c'est aussi des accidents tragiques. Vous parlez des heures et des malheurs du Mans, c'est le titre de votre livre. Je crois qu'il y a de nombreux pilotes qui sont décédés, 21 pilotes décédés en tout sur le circuit du Mans. En 1955, un accident horrible aussi, 82 morts dans le public. Comment Le Mans a réussi aussi à gérer ça ? Eh bien, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour de cet accident. Donc, en fait, c'est une voiture... il faut bien s'imaginer, ce circuit, à l'époque, a la réputation d'être un circuit sécurisé, l'un des plus sécurisés au monde. Mais on est en 1955 et donc le public, il est derrière une botte de sable, derrière des bottes de paille. Donc, la sécurité est vraiment à son minimum et les voitures passent à plus de 250 km/h. En fait, deux voitures s'accrochent et il y en a une qui part dans le public à très haute vitesse. Elle se disloque et tous les débris, en fait, vont blesser les gens et également, malheureusement, leur ôter la vie. Ça va être
très violent en fait auprès du public, parce que les gouvernements vont décider pendant un temps d'interdire la course auto. En Suisse, ça a été jusqu'à il y a une dizaine d'années. Hein, on n'a pas eu le droit de courir en course auto en Suisse jusque dans les années 2010. Et le circuit en fait va faire une mutation profonde. On va reculer le public, on va le mettre plus en retrait par rapport à là où passent les voitures. On va élargir la piste et petit à petit en fait cette notion de sécurité, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte que vraiment la course automobile pouvait être dangereuse non seulement pour les pilotes mais aussi pour le public. Et Le Mans depuis a fait toujours évoluer son parcours en faveur aussi de la sécurité, pour les pilotes d'une part, mais aussi pour le public. Alors ça fait râler les photographes amateurs, mais il y a des grillages qui protègent des débris. Les gens sont un petit peu plus loin de la piste, mais ça évite les drames. Nous sommes avec Guillaume Nedelec, l'auteur d'un livre sur les 24 heures du Mans, qui fête ses 100 ans. Comment un tel circuit fait-il sa révolution écologique? On parle beaucoup de carburant, de voitures électriques. Est-ce que le circuit des 24 heures du Mans passe à l'électrique? Le circuit des 24 heures du Mans passe pas tout à fait à l'électrique. Le circuit des 24 heures du Mans passe à l'hydrogène, qui est une autre façon en fait de motoriser la mobilité. L'électrique aujourd'hui, c'est plutôt une mobilité qu'on peut utiliser en ville. L'avantage des 24 heures du Mans, c'est le laboratoire pour les longues distances. Et donc, il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, on voit l'urgence climatique qui existe. Il faut trouver des solutions pour que la mobilité ne rejette plus de gaz à effet de serre. Et donc, cette technologie hydrogène je peux vous le dire, aujourd'hui, il va y avoir plusieurs annonces, en tout cas autour du circuit, de constructeurs qui vont s'engager dans cette direction, de motoriser leurs automobiles non plus avec du pétrole, non plus avec des carburants synthétiques, puisque c'est ce qui est actuellement le cas, par exemple, aux 24 heures du Mans, mais avec de l'hydrogène. Et donc, pourtant, l'hydrogène, c'est très dangereux, ça supporte très mal les chocs. Je me dis que deux voitures à hydrogène qui se percutent, ça doit poser problème. C'est toute la force en fait de aussi faire un laboratoire, d'avoir un laboratoire technologique automobile. Oui. C'est que on va pouvoir tester des technologies. Aujourd'hui, on a des réservoirs en composite qui sont particulièrement résistants. On n'est plus très loin d'une phase d'industrialisation. Donc, voilà, c'est l'occasion de tester. Puisque ce circuit en fait contribue aux voitures de demain. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le circuit, c'est peut-être des évolutions technologiques qui seront demain dans les voitures de Monsieur Tout le Monde. Est-ce que dans l'histoire du circuit, il y a des innovations qu'on a vues d'abord au circuit des 24 heures et qui plus tard ont été déclinées notamment dans les voitures de Monsieur Tout le Monde? Eh bien, il y a par exemple le phare anti-brouillard, c'est en 1926 sur une voiture une marque qui s'appelait Lorraine Dietrich, une marque française. Et à l'époque, il y a un petit ruisseau qui s'appelle, il me semble, le Roule-Crotte dans les Hunaudières. Et au petit matin, ça fait des petites nappes de brume qui posent un peu problème aux pilotes, surtout au petit matin, puisque à l'époque, il faut bien se dire que les feux n'éclairent pas comme aujourd'hui. Et donc, on développe cet anti-brouillard qui permet d'y voir un peu plus clair. Aujourd'hui, sur toutes nos voitures, on a des feux anti-brouillard. Le disque de frein, par exemple, alors il avait été développé à la fin du 19e siècle sur les locomotives à vapeur. Puis on se dit peut-être que ça peut améliorer les performances des autos, surtout la sécurité, de mettre des freins à disque sur les voitures de course. C'est Jaguar qui va introduire cette technologie sur ces voitures qu'on va retrouver quelques années plus tard, pas plus tard que 3 ans en fait, sur la Citroën DS notamment. Donc ces technologies sont rentrées en compte. Et puis dernièrement, il y a eu l'hybride qui a été particulièrement développé au 24 heures du Mans. Aujourd'hui, pour gagner au Mans, vous êtes obligé d'avoir une voiture, vous êtes quasiment obligé d'avoir une voiture avec un moteur essence ou un moteur thermique classique et un moteur électrique, voilà, tout à fait. Puisqu'au démarrage, ça permet d'avoir une meilleure accélération. Par exemple, en sortie de virage également, en sortie de stand, tout à fait. Et donc, on a aujourd'hui sur les 24 heures du Mans une technologie hybride qui est ultra présente et qui va se renforcer encore. Et puis, comme je vous le disais, probablement des annonces autour de l'hydrogène dans la matinée. Et quel est votre pronostic, peut-être en un mot pour conclure? Selon vous, qui va gagner dimanche? Cette année, ça va être difficile. On a vu que Ferrari avait dominé les qualifications avec une pole position qui est assez surprenante, avec l'avance qu'ils ont par rapport à la concurrence. Je pense qu'ils ont une très bonne voiture. Elle est peut-être un petit peu jeune, parce qu'il faut bien se dire ça aussi. Il faut toujours venir au Mans avec un peu d'humilité. Avec une voiture qui a déjà éprouvé des choses. Voilà, et chez Toyota, on connaît la course, ça fait 5 ans qu'on l'a gagnée. Donc si j'étais quelqu'un d'un peu raisonnable, je vous dirais, il y a de grandes chances que Toyota gagne. Moi, mon cœur balance pour la Cadillac numéro 3 du Manceau Sébastien Bourdet, qui a une histoire à raconter. Toyota ou Cadillac, réponse dimanche. Merci beaucoup Guillaume Nedelec. Vous publiez 24 heures et malheurs du Mans, le circuit du Mans, qui fête ses 100 ans, le centenaire, un siècle d'épreuves mancelles. Merci d'avoir ce matin accepté notre invitation.